Janvier 2015, banlieue de Boston. Carlos Solis perd la vie au volant de sa voiture. Tragique, mais apparemment banal. Pourtant, l'état de la carrosserie intrigue les policiers. Le choc n'a pas été si violent. Les experts vont révéler que c'est en fait l'airbag qui a tué le conducteur. Au moment de l'accident, il a explosé et projeté un morceau de métal dans le cou de la victime. Les enquêteurs font le rapprochement avec 5 autres accidents mortels. Les voitures étaient de marques différentes, mais leurs airbags, eux, venaient du même fournisseur. Genève. Une fois par an, c'est la capitale de l'automobile. 700 000 visiteurs, l'un des premiers salons au monde. Glam et technologie, c'est le rêve sur 4 roues. Et chez tous les constructeurs, le même argument. La qualité. Citroën, nous voulons apporter de la créativité, de la technologie au service du bien-être de nos clients. En matière de fiabilité, Renault se positionnera au top de ce qui se fait au niveau du marché en tant que tel. Toutes nos voitures ont la même exigence de qualité. C'est ce qui fait qu'une Volkswagen est une Volkswagen. Jamais nos voitures n'auraient été aussi fiables, aussi irréprochables. La réalité est un peu différente. Voici la liste noire de l'industrie automobile. C'est un document public. La liste des défauts de fabrication qui ont contraint les marques à un rappel général de leurs véhicules. Par exemple, bruit et vibration du volant, mauvais fonctionnement de l'essuie-glace avant. Ou plus grave, Problème de rupture des disques de frein, risque de fuite de carburant. ce sont des défauts en série qui concernent des milliers, parfois des millions de voitures. Toutes les marques sont concernées, même les plus réputées. Avec la liste en main, nous retournons voir les constructeurs. Première tentative sur le stand Renault. Renault, ce sont à peu près 7 rappels sur 25 mois concernant 100 000 véhicules. Je ne connais pas bien les rappels dont vous parlez, mais quelque part, les exemples que vous citez sont trop précis, ils ne sont pas dans mon périmètre en tant que tel. Je ne peux pas vous en parler plus que ça. Même une marque prestigieuse comme BMW a connu plusieurs rappels. J'ai là une liste des rappels techniques pour les incidents techniques les 2 dernières années de BMW. Vous avez un rappel 2 millions de véhicules. Alors, excusez-moi, mais vous avez me demandé de demander quelques questions sur la voiture. Qu'est-ce qui peut expliquer une série noire pareille? Pardon? Je ne peut- comprends pas. Ouais, Peut-être on doit demander une collègue qui parle un peu plus français. Ultime tentative chez Volkswagen. Das Auto, la voiture, dit la pub. Plus de 200 000 polos ont été rappelés pour des modifications techniques. Vous êtes au courant? Je ne peux rien dire là-dessus. Il n'y a pas de tabou là-dessus. Demandez plutôt à un technicien. Mais pourquoi vous ne voulez pas répondre? Non. C'est un problème pour vous de parler de ça? Merci, merci bien. Les défauts en série. Une mauvaise publicité pour ces marques qui voudraient toujours nous rassurer. Pourtant, ils sont partout. Automobiles, électroménagers, même nos chers téléphones. Si vous tenez votre téléphone ici, vous n'aurez plus de réseau. Parfois, les défauts en série provoquent des accidents en série. Je l'ai retourné, j'ai secoué et ça a explosé. Aux États-Unis, les défauts en série finissent souvent par des procès à grande échelle. La class action, c'est le moyen pour le consommateur de mettre son problème sur la place publique. C'est un enjeu qui se chiffre en milliards. D'un côté, des entreprises qui veulent produire plus vite et moins cher. De l'autre, des consommateurs qui ne veulent plus servir de cobayes. C'est un endroit discret, quelque part dans l'est de la France. On y croise de drôles d'engins, camouflés, pour éviter les paparazzis.
Ce sont les nouveaux modèles de Peugeot Citroën. Et voici le père de la 308, élu voiture de l'année en 2014. Une fierté pour la marque au Lyon. Le Peugeot e-Cockpit se compose du petit volant sportif, l'écran tactile géant, 9,7 pouces, coiffe de planche de bord monobloc, jusqu'au pied de pare-brise. C'est la voiture parfaite alors. C'est une voiture qui se place au top, en fiabilité, en prestation. Nous visons une seule chose, la qualité. C'est notre ambition. Derrière cette ambition, 4 ans de travail avec une équipe de 2500 personnes. Rien n'a été épargné à la future 308. Un parcours du combattant pour tester ses limites. La douche tropicale, par exemple. Une averse 20 fois plus forte que les plus gros orages. Est-ce que vous êtes encore au sec là? Je vous garantis que nos voitures sont 100% étanches. Plus loin, on vérifie la résistance des portes. Ce haillon arrière sera ouvert et fermé 50 000 fois, l'équivalent d'une durée de vie moyenne. Pour reproduire l'usure du temps, Peugeot a même inventé des robots. Comme cette étrange machine qui reproduit le frottement du corps quand on se glisse à l'intérieur de la voiture. Un siège, on s'attend à ce que, dans des conditions normales d'utilisation, il puisse faire la durée de vie de la voiture. Ce n'est pas toujours le cas. Certains sièges vieillissent trop vite. On observe une légère dégradation de la couture, avec un début d'attaque du fil de couture et un peu de peluchage sur la zone de maintien latéral. Ça vous gêne? Ça nous gêne. On va demander à notre fournisseur de voir comment il peut améliorer cette zone. Avec une telle exigence, un tel souci du détail, on pourrait croire que l'acheteur n'a plus de soucis à se faire. Ce serait trop beau. Le directeur du projet 308 a l'honnêteté de le reconnaître. Dans l'industrie automobile, zéro défaut n'existe pas. Vous pouvez avoir un petit grain de sable, une petite dérive d'un process, une petite dérive d'un matériau à un moment qui va faire qu'un lot va être non conforme et pourra ne pas être détecté. Chasser les défauts, améliorer la qualité. Un combat aussi vieux que l'automobile. Oh, papa, la voilà! C'est elle qu'il nous faut! Elle est idéale, robuste, économique, 4 places. Facile à conduire et 4 roues indépendantes. Hier, les voitures étaient simples et même frugales. Aujourd'hui, ce sont des monstres de complexité. Excusez-moi. Vous voulez savoir si elle a le grip control? Et le client en veut toujours plus. Eh oui, elle l'a. Et le grand écran tactile, elle l'a? Elle l'a! Elle l'a. Ah si, elle l'a. Pour suivre la concurrence, les marques proposent toujours plus d'options, toujours plus de personnalisation. Ultra personnalisable. Une surenchère qui, en coulisses, peut créer des défauts. Les voitures sont devenues des puzzles. Et voici où on les assemble. Poissy, l'une des usines de Peugeot Citroën. Là, on voit différents types de DS3 et on devine juste derrière des véhicules Citroën C3. Le constructeur a accepté de nous ouvrir ses portes. Il veut communiquer sur ses efforts de fiabilité. Ici, 1000 voitures sortent par jour. Et c'est Cyril qui veille à la qualité. Particulièrement délicat, le montage du tableau de bord. Il y a beaucoup d'éléments, beaucoup d'électronique. Une mauvaise manipulation, et c'est la panne chez le client. Pour limiter les risques, cette corde. Elle permet d'arrêter la chaîne au moindre pépin. Le problème, c'était quoi? Le faisceau était coincé. Le faisceau était coincé. Et vous y retrouvez tout le temps, là? Dans tout ça? Non, pas tout le temps. La corde, elle est tirée plusieurs milliers de fois par jour sur l'ensemble de nos postes. Et l'intérêt de ce système, c'est de réussir à traiter le problème au plus près du poste de montage. Éviter une erreur de montage, une erreur manuelle, c'est éviter un défaut. Mais un défaut isolé. Dans chaque panoplie, nous retrouvons toutes les pièces de la voiture. Pour les défauts en série, tirer la corde ne suffit pas. Les bons gestes ne servent plus à rien si les pièces elles-mêmes sont défectueuses.
Illustration ce matin. Il y a un problème avec les écrans tactiles. Tu me dis que la nouvelle pièce qu'on a lancée... Personne n'avait anticipé. La fixation appuie sur l'écran du tableau de bord. Et le risque, c'est... Une cassure au niveau de l'écran. Le défaut n'a pas été diagnostiqué tout de suite. D'accord, donc quand tu montes l'écran... Elle était déjà assemblée à combien d'exemplaires? C'est une pièce qui a été montée depuis la semaine dernière. Donc on peut imaginer à quelques centaines d'exemplaires. Une mauvaise série qui s'arrête sous nos yeux. On va supprimer cette languette. On n'est pas dans la super technologie, on est juste dans... Non, mais il faut savoir être réactif et savoir être astucieux, presque bricoleur. Pour éviter ce défaut, il aurait fallu, en amont, plus de coordination entre les sous-traitants. Problème, ils sont nombreux. Exemple ? Le volant qui nous arrive d'un fournisseur, l'écran, le bandeau, le pommeau, levier de vitesse, le panneau de porte. Sur cette voiture, par exemple, combien de fournisseurs? Plusieurs centaines. Ces fournisseurs ont des obligations de qualité. Mais comment contrôler des millions de pièces détachées? Il est sûr que dans nos usines terminales, nous ne pouvons pas vérifier à 100% le fonctionnement des pièces de nos fournisseurs. Il faut se fier à la réputation des fournisseurs et à leur propre contrôle. Parfois, ça ne suffit pas. Le sous-traitant laisse passer des défauts. Avec, au bout de la chaîne, des conséquences parfois dramatiques. Janvier 2015, banlieue de Boston. Carlos Solis perd la vie au volant de sa voiture. Tragique, mais apparemment banal. Pourtant, l'état de la carrosserie intrigue les policiers. Le choc n'a pas été si violent. Les experts vont révéler que c'est en fait l'airbag qui a tué le conducteur. Au moment de l'accident, il a explosé et projeté un morceau de métal dans le cou de la victime. Les enquêteurs font le rapprochement avec 5 autres accidents mortels. Les voitures étaient de marques différentes, mais leurs airbags, eux, venaient du même fournisseur. Le japonais Takata, numéro 2 mondial de l'airbag. La presse donne l'alerte. Aujourd'hui, les constructeurs ont rappelé 3 millions de véhicules à travers le monde. Près de 3,5 millions de véhicules encore rappelés dans le monde. Toyota, Ford, BMW. Au total, 34 millions de véhicules rappelés. Un record dans l'histoire de l'automobile. Trop de sous-traitance, trop de complexité favorisent donc l'apparition de défauts en série. Mais il y a aussi d'autres causes, notamment la réduction des coûts. Les industriels sont sous pression pour produire moins cher. Et les consommateurs subissent. En Bretagne, une femme a failli perdre la vie à cause des petits calculs d'un fabricant. Pléguien, dans les Côtes-d'Armor. Regarde. Tu lâches 2 secondes? Ça s'appelle comment? C'est un Speedy Chef. Et c'est pour faire quoi? C'est pour faire donc de la mayonnaise, de la crème fouettée, monter des blancs en neige. Ça, c'est mon thermo gourmet avec lequel je fais mes soupes. Laura adore cuisiner avec sa fille. J'ai le blender pour tout mixer. Le SodaStream, je m'en sers plus. Pour réussir ses recettes, elle s'est équipée d'une armada d'ustensiles. Et alors, ça, c'est pourquoi ça? Ça permet de mixer. Pardon? Ça permet de mixer. Aujourd'hui, pas de grande gastronomie. Ce sera purée et lardons mixés. Alors, viens par là. Mais Laura pense déjà à son prochain défi. Une nouvelle recette de pâtisserie. C'est sa passion. Je fais des cheesecakes, des choux à la crème. Pour le premier anniversaire de ma fille, je lui ai fait une pièce montée en choux caramel. Un jour, elle repère un outil magique. On en parle à la télé et sur les blogs. Un siphon. Avec ça, impossible de rater une chantilly ou une mousse. Avec sa cartouche de gaz, l'appareil se met sous pression et la préparation jaillit. Un jeu d'enfant. Laura en achète un en grande surface. Elle l'utilise pendant plusieurs mois. Et puis un jour...
J'ai attrapé mon siphon, je l'ai retourné, j'ai secoué et ça a explosé. Comme un obus, l'appareil vient frapper le visage de Laura. Ça m'a percuté, ça a rebondi dans le mur, juste à ce niveau-là. Le choc est si violent que Laura en a la mâchoire brisée. Par l'orifice que j'avais ici, on voyait des morceaux d'os un petit peu partout. La jeune femme perd connaissance. À l'hôpital, les médecins diagnostiqueront une 50aine de fractures. Laura devra porter cet appareillage pendant 6 semaines. Mais elle n'est pas une victime isolée. Partout en France, d'autres siphons ont explosé. En Saône-et-Loire, une jeune femme perd un œil en préparant une crème brûlée. Dans le Gers, une retraitée est défigurée en faisant une crème chantilly. 40 victimes en 2 ans. Comment expliquer l'hécatombe? Faut-il réserver les siphons aux professionnels? Paris. Jean-Baptiste est cuisinier de métier. Il s'est spécialisé dans les cours aux particuliers. Des siphons, il en possède toute une collection. Notre capot. Donc, ce que l'on va faire maintenant, c'est préparer notre apéritif au siphon. Ça vous va? L'apéritif du jour, du champagne, couronné d'une mousse de cassis maison. Je viens garnir pour que mon cassis reste en suspension. Pour réussir cette fantaisie, pas besoin d'armure. Il n'y a que les bulles de champagne qui vont exploser. La vôtre. Quand j'utilise ce siphon, j'ai pas du tout l'impression de me mettre en danger. J'ai commencé mes premiers pas en cuisine, cet appareil-là était déjà en cuisine. Je suis pas un ancêtre de la cuisine, mais c'est un produit qui existe depuis déjà très très longtemps. Ça tient, je dirais pas des siècles, mais ça tient bien, on va dire, une bonne dizaine, quinzaine, vingtaine d'années. Il y aura juste peut-être quelques ustensiles à changer, comme un joint, une petite tête de buse. Alors comment expliquer les accidents à répétition? Jean-Baptiste a sa petite idée. Les industriels ont vu une niche, ne serait-ce que marketing et mercantile, et ils se sont dit pourquoi pas nous. Et il y a eu des produits de toute gamme et de toute variété confondue proposés à un plus grand nombre. Traduisez, de bonne qualité et de moins bonne. Des modèles low cost ont inondé le marché. Le siphon de Jean-Baptiste, un modèle professionnel, coûte environ 100 €. Les siphons grand public étaient vendus autour de 30 €, 3 fois moins cher. Comment les fabricants ont-ils réussi à casser les prix? Nous en contactons plusieurs, mais la plupart refusent de répondre. Question, est-ce que vous accepteriez de témoigner dans notre documentaire? Non. Pourquoi? Parce que... Après plusieurs tentatives, la patronne d'une société finit par lâcher le morceau. Qu'est-ce qui fait que le produit destiné à la grande consommation a eu des problèmes alors que ceux qui sont fabriqués de longue date n'en ont pas? Parce que c'est fabriqué en Chine, monsieur. Pourquoi la Chine, en fait? Parce que c'est moins cher. Un troisième importateur va plus loin. Son fournisseur chinois a remplacé le métal par du plastique pour réduire les coûts. Mais ce plastique a fini par lâcher. C'est un défaut de vieillissement de la matière. Le vieillissement du plastique? Tout à fait, oui. Depuis, les siphons défectueux ont été retirés du commerce. La course au profit crée donc des défauts en série. Mais elle n'est pas la seule. Il y a aussi la course à la nouveauté. Chaque année, des milliers de nouveaux produits sont mis sur le marché. Aussitôt, ils sont testés par les associations de consommateurs. Philips enrichit sa gamme de lumière d'ambiance avec You. C'est le tout dernier réflexe de milieu de gamme de chez Canon. Ce n'est ni une soucoupe volante, ni une friteuse, c'est tout simplement un four micro-ondes. Ces vidéos de tests sont étonnantes. La plupart des nouveautés ont des problèmes de conception. Sa capacité qui est malgré tout limitée. Les ampoules mettent du temps à s'allumer. Il ne faut pas être trop regardant sur la qualité de la découpe. Prenons le cas des robots aspirateurs.
Une promesse séduisante, mais les performances sont souvent décevantes pour ce type d'appareil. Certains modèles ne sont pas au point. Ils semblent même en plein rodage. Il s'est malheureusement fait piéger à de nombreuses reprises lors de notre prise en main. Il lui est impossible de passer sous certains meubles, comme un canapé. Sur les tapis, il semble davantage écraser les céréales que les aspirer. Et encore, celui-ci fait partie des plus chers, à 800 €. À 60 millions de consommateurs, Amandine a testé toute la gamme. Certains résultats l'ont sidérée. Donc là, on tombe à du 10% de poussière aspirée sur sol dur, à du 5% de poussière aspirée sur tapis moquette. Il sera quand même vendu. Tout à fait, c'est des appareils qu'on achète sur le marché et qui sont achetés par des consommateurs. Tout est légal. Les fabricants n'ont pas d'obligation de performance. On peut quand même appeler ça un aspirateur, vu qu'on n'est pas à zéro. Vous pensez qu'il va finir dans un placard, celui-là, pour les acheteurs? C'est probable, c'est très probable. Les prochains modèles seront sûrement améliorés. Tant pis pour les premiers acheteurs. Ils auront servi de cobayes. Quand la nouveauté a coûté très cher, il est plus difficile de s'en séparer. Une voiture, par exemple, la Modus. À sa sortie en 2004, c'était une grande nouveauté. Le premier petit monospace de Renault. Petite dehors, grande dedans. Pour y arriver, les ingénieurs avaient dû rogner sur le capot avant. En 4 ans, la Modus va se vendre à 400 000 exemplaires. Un demi-succès. 400 000 clients, satisfaits de l'habitabilité de leur voiture et mécontents d'un défaut en série particulièrement gênant. Cyril est garagiste en région parisienne. Il est aussi l'heureux propriétaire d'une Modus. Enfin, heureux, ça dépend des jours. Ce matin, il se lance dans ce qui est d'habitude un jeu d'enfant, un changement d'ampoule. Bah là, il n'y a aucune place. C'est-à-dire? Regardez, on ne peut pas passer les mains, même en écartant un petit peu les tuyaux. En voulant réduire au maximum la taille du capot, les ingénieurs de Renault ont fait une grossière erreur. C'est inaccessible. Il n'y a pas de trappe non plus derrière. On va devoir démonter le pare-choc. Déposer le pare-choc pour une malheureuse ampoule. C'est l'école de la patience. Faut compter combien de temps, là? 45 minutes environ pour démonter, changer l'ampoule et remonter. Contre combien de temps pour une ampoule normale sur une voiture classique? Entre 5 et 10 minutes. Voilà, c'est un mécano. Un jeu de construction. Est-ce que vous avez déjà eu dans votre vie à changer des ampoules Aussi difficile? Oui. Non, pas encore. Ce défaut en série a le don de mettre à vif les nerfs de notre garagiste. Parce que c'est un peu c'est cassé en morceaux. C'est vraiment de la Quelques dizaines de tours de vis plus tard, la nouvelle ampoule peut enfin trouver sa place. C'est dommage qu'un client puisse pas changer son ampoule tout seul sur le bord de la route, surtout la nuit si l'ampoule grille. Tous les propriétaires de Modus ne sont pas garagistes. Comment font-ils? Et à combien se monte la facture? Pour le savoir, nous empruntons la voiture de Cyril. Il a remis l'ampoule grillée. Avec une caméra cachée, nous allons chez un concessionnaire Renault de la région parisienne. Première surprise, le mécano nous alerte sur un autre problème. Bonjour. Bonjour. Regardez. Vous voyez, pour changer la batterie se trouve ici. Vous êtes obligé d'enlever ça, plus le support avec les 6 vis. Vous voyez, c'est rien que ça déjà. Ah ouais. Vous pouvez pas l'enlever là. Ouais, c'est pareil, si on tombe en rade de batterie, alors c'est... Ah ben oui. Mais pourquoi ils ont fait ça? Bah, c'est la conception des ingénieurs. Après, Ils ont fait... Les ingénieurs sont pas là pour nous faciliter la tâche. Hein. Bon, au bout de 40 ans, j'ai commencé à comprendre. Hein. Pour l'ampoule, il confirme. Il faut démonter tout l'avant. Non, je suis obligé d'enlever le pare-choc. Et ça le gêne un peu. Comme c'est pas moi qui construis le véhicule, je suis embarrassé.
C'est sûr qu'après, le dire aux gens, je sais pas. Au prix de la main-d'œuvre, ce changement d'ampoule ne va pas être donné. En TTC, on est à 119 €. 119 pour une simple ampoule. Ouais. 119 €, 4 fois le prix habituel. Et la facture peut encore grimper. Nous allons consulter un autre concessionnaire. Cette fois, le garagiste nous conseille de changer toutes les ampoules. Une dépense pour en éviter d'autres. Vous avez plutôt intérêt à faire toutes les ampoules qui ne sont pas accessibles, parce que si on fait que l'ampoule droite, et qu'un mois après, vous recommencez avec une ampoule gauche, on recommence à zéro. Donc nous, ce qu'on propose aux clients, c'est qu'une fois que tout est déposé, les ampoules qui ne sont pas accessibles, on les change. Alors que là, il faudrait tout changer, là? Il y a 3 ou 4 ampoules à changer. Nous optons pour cette solution de prudence. Mais à l'arrivée, l'addition atteint des sommets. C'est 2 ampoules, 2 codes, 2 veilleuses. Donc, total... 183, 86. Pour tout vous dire, la Modus, quand on appelle ça, merdus. Il n'y a rien qui est accessible sur Modus. Comment vous dites? Merdus. Parce que, quelle que soit la chose qui est touchée, c'est pas simple. Je pense qu'ils ont eu quelques milliers de courriers et autres à gérer par rapport à ça. Devant l'avalanche des protestations, le constructeur a fini par rectifier le tir. Mais il a mis 4 ans. Pour tout vous dire, la Modus phase 2, ils ont modifié l'avant, donc il y a des trappes maintenant. On peut mettre les mains. Vous pouvez accéder. Nous aurions aimé connaître les explications de Renault sur ce défaut en série. Mais nos demandes d'interview ont été refusées. Pour les fabricants, un défaut en série, c'est toujours un cas de conscience. Communiquer ou se taire. Reconnaître ou nier. Indemniser le client ou se préparer au procès. Un des plus beaux exemples de mutisme se raconte comme une fable. La voiture et les souris. Il était une fois de petits rongeurs qui aimaient s'attaquer aux câbles automobiles. Le fléau était connu depuis longtemps, mais chose étrange, les attaques augmentaient depuis quelques hivers. Sur les forums, les internautes se plaignaient et ils accusaient. Si les souris avaient si faim, c'est parce que les constructeurs avaient eu une mauvaise idée. Utiliser des câbles en matière végétale. Des câbles à base de blé, maïs ou encore pommes de terre. Rumeur ou réalité? Nous contactons plusieurs marques. Silence radio. Pourtant, il y a bien un mystère autour de ces attaques de souris. Sur cette vidéo à usage interne, des ingénieurs de chez Audi découpent une voiture pour y placer des caméras. Leur objectif, comprendre ce qui attire les rongeurs. Officiellement, l'expérience n'a aucun lien avec la rumeur sur les câbles en matière végétale. Nous poussons la porte d'une concession Audi avec une caméra cachée. Le vendeur nous confirme qu'il y a bien une mode autour de ces matériaux verts, qu'on appelle des bioplastiques. Pourquoi des matériaux verts? Pour aller dans, comment vous dire, volonté d'être le moins polluant possible pour la planète. Il n'y a pas que chez Audi, beaucoup de marques automobiles utilisent ces produits-là. Le vendeur a une solution anti-souris pour sa propre voiture. Il vaporise du répulsif dans son moteur. Une bombe vendue 16 € ici même. Là, vous l'aviez là parce qu'en fait... Bon, parce que moi j'en ai et que moi il m'arrive moi aussi de l'utiliser. Je suis quelqu'un de prévenant. Les câbles attirent les souris, mais impossible de faire jouer la garantie. La garantie ne couvre que des éléments qui sont défaillants liés à un problème de fabrication, mais non pas qu'une cause, entre guillemets, externe. Mais la cause, elle n'est pas externe, elle est interne. La cause, elle est liée aux rongeurs qui viennent dégrader un produit vert. Pourquoi ils viennent? Il y a quand même un problème posé par la conception du véhicule tel qu'elle est... Nous, à notre niveau, malheureusement, ça va s'en déranger, même si je comprends. Sincèrement, je comprends, ça me paraît logique ce que vous dites. Si demain ils font une carrosserie en sucre... Il vaut mieux que ce soit dans les pays où il ne faut pas trop non plus. Quoi. Parce que là, sur Paris, on va avoir beaucoup de soucis, beaucoup de retours. Ce défaut en série fait rire les vendeurs. Mais Audi France dément. Il n'y aurait pas de verdure sous les capots.
Quand ils font une erreur, les fabricants ont toujours du mal à le reconnaître. Imen en sait quelque chose. Régulièrement, elle emprunte la voiture de son mari. La sienne est en panne. C'est justement ce qu'elle avait voulu éviter, en choisissant une marque allemande, une marque qu'elle pensait au-dessus de tout soupçon. Pour moi, BMW, c'était le confort, la qualité, la fiabilité aussi. Sa voiture, achetée d'occasion, fonctionne quelques mois. Et puis... Un jour, je roulais et mon véhicule s'est arrêté. Je m'étais dit, ça peut être la batterie, c'est peut-être autre chose. Enfin, c'était un problème minime. Elle ne redémarrera pas. C'était en avril 2012. Sa voiture attend toujours d'être réparée. Le devis de BMW frise les 13 000 €. Imen refuse de payer. Elle vous fait encore envie, là, aujourd'hui? Non, elle me dégoûte. J'ai plus envie de... J'ai même plus envie de la voir, en fait, simplement. Oui. Pour savoir d'où est venue cette improbable panne moteur, Imen a fait appel à un expert automobile. Pour Sébastien, le moteur a lâché à cause d'une pièce clé, la chaîne de distribution. C'est cette chaîne qui a cassé? C'est cette chaîne qui a cassé. C'est pourtant une technologie ultra rodée. Ce qui était nouveau, c'est l'emplacement de la chaîne. Cette chaîne, elle est positionnée ici. Donc, sur les anciens modèles, elle était où? Donc elle était dans cette zone-là. Et ça change quoi, le fait de l'avoir mise au fond? En partie arrière, on a moins de refroidissement qu'en partie avant. Et surtout, on a les vibrations que peut engendrer éventuellement la boîte de vitesse. Plus chaud, plus instable. Avec ce nouvel emplacement, il aurait fallu des pièces plus solides. Pour moi, c'est un défaut de conception de ce moteur au niveau de la distribution. En France, la loi protège le consommateur, au moins en théorie. En cas de vis cachée, le fabricant doit prendre à sa charge les réparations. Imen se tourne donc vers BMW. Mais la marque réfute toute erreur de conception. Elle met en cause l'entretien du véhicule. Par curiosité, je suis allée sur Internet et il y avait des milliers de pages, des personnes comme moi, dans le même cas que moi. Pour moi, c'est ABM de prendre en charge la réparation, d'assumer simplement ce défaut. C'est ça que je comprends pas. C'est assumer, simplement. Imen décide d'attaquer BMW. Elle engage un avocat. Cela fait aujourd'hui 2 ans qu'ils montent leur dossier. Pour prouver la mauvaise foi du constructeur, ils misent beaucoup sur un document confidentiel qui a fuité sur Internet. Alors cette note date de février 2012. Elle est adressée au réseau de concession BMW et vous avez tout le système de distribution qui est à remplacer. Selon l'avocat, c'est l'aveu noir sur blanc de la fragilité de ce type de moteur, produit entre 2007 et 2011. Cette note, elle est sortie bien avant les problèmes qu'a rencontré Madame avec son véhicule. Donc on peut imaginer que le réseau, évidemment le constructeur, mais encore plus le réseau, était parfaitement au courant et aurait dû intervenir. BMW cherche-t-il à éviter les indemnisations? Combien de moteurs sont-ils concernés? À ces questions, la marque n'a pas souhaité répondre. Nous partons sur le terrain, avec une caméra cachée. Dans cette concession, certains modèles dépassent les 60 000 €. Avec une telle gamme de prix, tout défaut sur un moteur fait un peu désordre. Et vous, ça vous dit quelque chose ou pas? On en a entendu parler, mais bon, après, il n'y a pas eu tant de problèmes que ça. Non. À l'atelier, les techniciens sont plus bavards. Nous jouons les clients, en train d'hésiter sur une occasion. Le fameux modèle acheté par Imen. Il y a un risque. Est-ce qu'il y a un moyen simple pour moi de voir si la chaîne a un problème? Vous accélérez, et si vous entendez un bruit de chaîne, genre... un bruit de chaîne, C'est ça. Et ça entraîne quoi? Une casse moteur. Casse moteur. Et vous l'achèteriez les yeux fermés ou pas? Non, parce qu'il y a une chance sur 2 que ça arrive. Une chance sur 2? Voilà, une chance sur 2. Un véhicule diesel sur 2. Impossible à vérifier. Ces mécanos ont eu plusieurs de ces moteurs défaillants entre les mains. À chaque fois, le même phénomène d'usure de chaîne.
C'était pas dû à l'utilisation du client, on voyait que c'était un défaut interne à la marque. Son collègue, lui aussi, roule avec cette voiture. Même modèle, même faiblesse. Vraiment, je sais pas. Ah, vous avez fait faire la vôtre? Ouais. Elle avait le même problème? Ouais. Difficile d'imaginer que BMW puisse contester. Pourtant, cela fait déjà 2 ans qu'ils mènent à porter plainte. Et le chemin risque d'être encore long. Ça peut aller jusqu'à 5-6 ans. Ça peut aller même encore un peu plus loin si le constructeur considère qu'il faut porter l'affaire devant la Cour de cassation. C'est de nature à décourager complètement, on va dire, une grande partie des personnes concernées par ce type de litige. Est-ce la lenteur de la justice ou bien les manœuvres procédurières des marques? En France, les condamnations sont rarissimes. Il existe un pays où les défauts en série peuvent coûter très cher. Les États-Unis. Nous partons pour la côte ouest. Ici, dans la Silicon Valley, le futur a déjà commencé. On croise des voitures de luxe 100% électriques, comme cette Tesla. Ou des Google Cars, 100% autonomes. Avec ce prototype, le conducteur peut lâcher le volant. La voiture fait le reste. Google, Facebook, Uber, c'est en Californie que s'invente notre vie quotidienne. L'entreprise reine, la plus riche, c'est Apple. Ce matin, elle dévoile ses dernières nouveautés. Un événement planétaire, suivi par des millions de fidèles. 5000 chanceux ont reçu une invitation. Ils ont fait le voyage jusqu'à San Francisco. Vous venez d'où? D'Ukraine. Japon. Israël. Et vous venez d'où? De Chine. Je crois que vous pouvez deviner. La plupart sont du métier. Des informaticiens pointus, avec un cœur de fan. Vous achetez tous les produits Apple? Quasiment oui. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans leurs produits? Ils sont à la fois élégants et simples. Ce sont les meilleurs. Je pense qu'ils sont vraiment au top. Ils sont largement au-dessus de la concurrence. Ils font attention aux moindres détails, ils vérifient tout, c'est ce que j'aime. Excusez-moi, faut que j'y aille. Impossible de les suivre. Aucune autre caméra que celle d'Apple n'est tolérée à l'intérieur. Une maîtrise absolue de la communication. Ce jour-là, le gourou de la firme, Tim Cook, crée une fois de plus la sensation. We do have one more thing. Today we're announcing Apple Music, the next chapter in music, and I know you are going to love it. Lancer des nouveautés, être les premiers, c'est la signature d'Apple depuis 40 ans. Steve Jobs, le fondateur, restera dans l'histoire comme celui qui a enterré le Walkman un jour d'octobre 2001. This amazing little device holds 1,000 songs. And it goes right in my pocket. En 2007, il récidive avec l'iPhone. An iPod, a phone, and an internet communicator. An iPod, a phone. Are you getting it? Baladeur, téléphone, tablette. La firme à la pomme invente et réinvente, jusqu'à la montre, en mars dernier. I am so excited and I am so proud. It is the next chapter in Apple's story. Ces grands-messes donnent une image flatteuse. Mais derrière la marche triomphale, il y a aussi des défauts en série. Et le meilleur endroit pour s'en rendre compte, c'est un magasin Apple. Il y en a une 50aine en Californie. Nous partons faire des courses avec une caméra cachée. Bonjour, vous êtes ouvert? Bien sûr, entrez mes amis. En bonne place, parmi les produits phares, la fameuse montre connectée,
la dernière grosse nouveauté de la marque. Elles valent combien? Ça va du moins cher au plus cher. Et les premiers prix? Celles-ci sont entre 349 et 399 $. Et celles du fond? Ça peut monter jusqu'à 18 000 $. 8 000 $? Non, 18 000. 18 000 $, elles sont en or. Entre joaillerie et technologie. Mais ces petites merveilles ont toutes le même talon d'Achille. Vous voyez les capteurs là? C'est eux qui permettent de mesurer votre rythme cardiaque. Mais par contre, si vous avez un tatouage autour du poignet, les capteurs auront du mal à détecter votre pouls. Il vaut mieux ne pas être tatoué en fait. Oui, autour du poignet. Mais je ne comprends pas pourquoi les tatouages empêchent le bon fonctionnement. C'est à cause de l'encre. Elle empêche de lire correctement. Et les ingénieurs ont découvert le problème après le lancement de la montre? Oui, on a pris conscience du problème il y a seulement quelques semaines. Bel exemple de précipitation pour une marque intraitable sur les détails. Depuis cette découverte, les vendeurs préviennent les clients tatoués pour éviter tout litige. Autre polémique, plus fâcheuse, l'iPhone 6, accusé de se plier. Ennuyeux pour un téléphone plus cher que la concurrence. Mais à en croire les vendeurs, le problème aurait été un peu exagéré. Bon, en fait, il ne se pliait pas tant que ça. Je dirais qu'il s'agissait plutôt d'une petite courbure, à peine visible. En fait, on le voyait surtout quand on le plaçait sur une surface plane. Ah, vous voulez dire si on le pose comme ça sur une table? Oui, on pouvait voir un peu de lumière lorsqu'il était tordu. Mais ça a été réglé. Et vous savez comment ils ont corrigé le problème? D'après ce que je sais, ils ont renforcé l'aluminium. Mais je vous déconseille quand même de ranger le téléphone dans la poche arrière, par exemple. En vous asseyant, vous risquez de le tordre. Ces couacs ne sont pas isolés. Les défauts sont même nombreux. Et Apple est plutôt transparent. La liste des produits défectueux est mise en ligne. Ça, c'est la liste de tous les rappels. Je ne les connais pas tous parce que ça change en permanence. Et ça, par exemple, c'est quoi? C'est cette enceinte, juste derrière moi. Qu'est-ce qu'elle a comme problème? Je crois que certaines ont pris feu. C'est certainement un problème dû à un court-circuit. Le vendeur va même diagnostiquer un problème sur notre portable, un iPhone 5. Je vois que votre téléphone est concerné par un rappel. Il faut faire réparer ce bouton-là. Sinon, je risque quoi? Il ne marchera plus. Le mécanisme a un problème. Et c'est un défaut de fabrication ou de conception? Je dirais les deux à la fois. Pourquoi tous ces défauts en série? Nous cherchons à joindre les porte-paroles d'Apple. Mais on nous fait savoir que personne ne s'exprimera sur ce thème. Pourtant, il y aurait bien une explication. Chaque année, Apple lance au minimum un nouveau téléphone et une nouvelle tablette. Ce rythme est-il trop rapide? Au siège de l'entreprise, nous essayons d'engager la conversation avec les salariés. Bonjour, vous travaillez pour Apple? Oui. On peut parler des produits défectueux? Non. Pourquoi? Vous pensez quoi des défauts en série d'Apple? Vous travaillez pour Apple? Oui, mais je n'ai pas le temps. Je ne peux pas parler. Nous ne sommes pas habilités à parler de ça. Chez Apple, le silence est la consigne. Mais certains arrivent à percer tous ces secrets. Les bricoleurs d'iFixit, par exemple. Des pirates 2.0 qui adorent bousculer les multinationales. Ils font des tutoriels pour aider les internautes à réparer eux-mêmes leurs téléphones ou leurs ordinateurs. Pour éviter ça, Apple avait justement inventé des vis spéciales. Les petits malins d'iFixit ont contre-attaqué. Ils ont inventé de nouveaux tournevis. Dans ce kit, vous avez tout ce qu'il faut pour réparer un iPhone ou un iPad. Vous avez inventé tous ces outils? Oui.
Ça ne se trouvait pas sur le marché? Absolument. Pour certains d'entre eux, on s'est inspiré d'instruments de chirurgie dentaire. Ces petits outils, c'est ce qui marche le mieux pour ouvrir ces appareils. Aujourd'hui, Andrew a disséqué un iPad de dernière génération. Chaque pièce est isolée et photographiée. Une fiche produit détaillée sera mise sur le site le soir même. Il y a beaucoup de secrets dans ces appareils. Apple n'aime pas trop qu'on aille voir à l'intérieur comment ils sont faits. Parfois, on tombe sur des choses étranges que la plupart des gens ne voient pas parce qu'ils ne pensent pas ouvrir ces appareils. Des appareils si familiers et si mystérieux. L'iPhone 4, par exemple. À sa sortie en 2010, Steve Jobs prononce un discours vibrant. We have an all-new design. This is part of some brilliant engineering. These integrated antennas right in the structure of the phone. It's never been done before. Pour gagner de la place, Apple s'est servi du corps du téléphone. C'est cette partie à la base de l'appareil qui émet et qui reçoit. Idée astucieuse, mais inconvénient imprévu. Si votre peau touche le cadre à cet endroit-là, vous reliez l'antenne située en bas au reste du téléphone. Et quelle est la conséquence alors? Eh bien, la réception baisse. Vous ne captez plus grand-chose. Apple va rectifier le tir, 1 an plus tard, sur le modèle suivant. Sur le 4S, vous voyez, ils ont rajouté une autre antenne en haut. Ce qui fait que si vous perdez la réception en bas, la seconde antenne prend le relais. Mais le mal est fait. 20 millions d'exemplaires de la première version sont sortis des usines chinoises d'Apple. Le scandale s'emballe. C'est l'Antenna-gate. Steve Jobs, le patron d'Apple, met de l'huile sur le feu. Il ne s'excuse pas et donne même un petit conseil à ses clients. Évitez de toucher le coin inférieur gauche du téléphone. L'affaire va se terminer en justice. Apple est contraint de verser un chèque de 15 $ à chaque propriétaire d'iPhone. Plus de 3 millions de personnes se font connaître. Facture, 53 millions $. C'est le principe de la class action. Quelques consommateurs portent plainte et des millions peuvent en bénéficier après coup. Michael Ram est avocat. En 2014, il a travaillé sur une class action contre un autre produit phare d'Apple. Voici la plainte que nous avons déposée. Vous voyez, officiellement, il n'y a que 11 plaignants contre Apple. 11 plaignants seulement. Oui. Mais ils représentaient combien de victimes au total? Au total, ils représentaient des dizaines de milliers de victimes. Des dizaines de milliers de clients mécontents de leur MacBook Pro. Leur ordinateur chauffe, l'écran se brouille. C'est la carte graphique qui est en cause. Apple commence par nier. Et puis Michael, l'avocat, entame une class action. Il n'ira pas jusqu'au bout. Apple évite le procès et accepte d'indemniser. Victoire des consommateurs. Pourtant, personne n'a déboursé le moindre cent. Il est clair que les consommateurs ne peuvent pas débourser des millions de dollars pour payer un expert ou un avocat. Lorsque nous gagnons, nous demandons au tribunal d'être indemnisés pour nos frais. Mais si nous perdons, nous ne touchons rien. Aux États-Unis, ces procès collectifs sont un pilier du système. Chaque année, les entreprises américaines rendent l'équivalent de 2 000 € à chaque foyer. Et la class action s'apprend à l'université. Stanford. C'est l'un des campus les plus prestigieux au monde, le cerveau de la Californie. Ici, on forme à la fois les futurs Steve Jobs et les brillants avocats qui, un jour, les menaceront peut-être d'une class action. Aujourd'hui, on croirait que tous les étudiants vont aller à la plage. On n'a pas l'impression d'être dans une université. Mais c'est parce qu'il fait beau.
Deborah Hensler est la star du département juridique. Pour elle, la class action rééquilibre les choses, sans paralyser les entreprises. C'est bien que des sociétés prennent des risques, qu'elles se disent « Allez, on lance un produit rapidement, quitte à l'améliorer 6 mois plus tard ». Avec les class action, elles n'ont pas vraiment une arme pointée sur leur tempe, simplement une petite voix sur leur épaule qui leur dit « Attention, vous faites fausse route, vous risquez un gros procès ». Les class action existent depuis plus de 50 ans. Mais entre les États-Unis et la France, il y a un océan juridique. Nous sommes encore désarmés contre les défauts en série. Moteurs fragiles, ustensiles dangereux, design absurde. Seuls face aux marques, nous n'avons pas fini de jouer les cobayes.